Cristiano Ronaldo et le Portugal ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 dans la douleur. Et nous allons enfin avoir ce que nous attendions tous, un duel Lamine Yamal contre Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde, une réédition de la finale de l'Euro dernier. C'est incroyable. Ce choc aurait très bien pu être une finale, le seul point noir c'est qu'on va devoir perdre l'un des deux sitôt dans la compétition, mais c'est comme ça. Le Portugal a dû se battre jusqu'à la dernière minute, la Croatie a ouvert le score sur une superbe action conclue par un but de Perisic, et l'égalisation est venue d'un penalty de Cristiano. CR7 quitte le terrain en colère, Gonçalo prend l'axe de l'attaque et inscrit un but héroïque de la tête à la 94e minute qui offrait la qualification, mais à l'ultime seconde, la Croatie marque et le stade s'embrase, avant que le but ne soit finalement annulé après intervention de la VAR. Quel match de dingue! Mais ce dont je veux parler dans cette vidéo, c'est que Roberto Martinez est le principal ennemi de Cristiano Ronaldo dans cette Coupe du Monde. Ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas Mbappé et encore moins Messi. Roberto Martinez va finir par détruire le Portugal et ses talents, et je vais vous montrer comment il s'y prend à travers une analyse tactique. Mais avant cela, je tiens à vous demander un petit like et de vous abonner, c'est totalement gratuit. Ça aide énormément notre chaîne à continuer de produire du contenu et à gagner en visibilité sur la plateforme. C'est hyper important pour nous. Et je compte sur vous, parce que si on réussit à atteindre l'objectif des 25 likes sur cette vidéo, je ferai une analyse du tout dernier choc entre l'Espagne et le Portugal en finale de l'Euro, en guise d'avant-première pour ce huitième de finale de la Coupe du Monde. Alors, si vous voulez que cette vidéo voie le jour, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et oui les gars, j'ai de sérieuses critiques à faire sur le travail de Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal. Pour moi, il propose un style de jeu frileux et il ne mérite pas d'entraîner une sélection aussi puissante avec autant de qualité, tout simplement parce qu'il est incapable de mettre ses cracks dans les meilleures dispositions pour faire ce qu'ils savent faire de mieux. Et il faut oser le dire malgré la victoire. Il manque cruellement d'idées et transmet cette peur de jouer au football à ses joueurs. Et je peux vous le prouver rien qu'avec ce match contre la Croatie, qui est pourtant le plus crucial, puisque le Portugal est passé à 2 doigts de prendre la porte. Je vais tout vous prouver jusqu'à la fin de la vidéo. Le jeu du Portugal se résume pratiquement à ça. Le ballon circule entre Vitinha et les deux défenseurs centraux, ils écartent vers l'ailier et personne ne propose de dédoublement, personne ne tente une passe osée, personne ne fait rien. L'ailier rejoue en arrière vers le défenseur, qui remet sur Vitinha, et ils essaient de renverser le jeu de l'autre côté pour trouver une brèche, et ça dure comme ça pendant 2 minutes. Dans cet exemple, c'est une longue séquence de possession pour le Portugal, mais qui n'aboutit absolument à rien, et c'est la consigne pendant 80 d'autres minutes. Un jeu lent, poussif, sans verticalité et sans prise de risque, où personne n'a l'autorisation de tenter quelque chose de différent, pas même une percussion balle au pied. Et ça, c'est clairement dicté par le coach. C'est l'entraîneur qui donne cette consigne et qui n'encourage pas ses joueurs à tenter des coups. Par exemple, sur cette action, si les joueurs y étaient poussés, João Neves pourrait très bien tenter de glisser un ballon dans l'axe de la surface pour que Cristiano Ronaldo attaque l'espace et aille au duel avec la charnière centrale. Mais non, qu'est-ce qui va se passer ici? Il va hériter du ballon, personne ne va proposer le moindre mouvement, et João Neves va encore rejouer en arrière vers son défenseur. Et je ne sais pas si vous le remarquez, mais Bruno Fernandes ne participe absolument pas à ça. À cet instant précis, il est plutôt dans l'axe, mais d'ordinaire, il reste scotché aux côtés de Cristiano Ronaldo. Quel est l'intérêt d'avoir l'un des meilleurs meneurs de jeu de la planète, le meilleur joueur de Premier League, un milieu qui est quasiment un box-to-box capable de ratisser tout le terrain pour créer des occasions, si c'est pour le laisser immobile à côté de l'avant-centre? Ça n'a absolument aucun sens. En plus de pousser les joueurs portugais à la frilosité, Martinez gâche le talent de ses individualités en gaspillant cette génération. Résultat, l'action se termine presque toujours de la même manière, soit par une perte de balle, soit par un centre vers Cristiano Ronaldo que le défenseur repousse tranquillement, puisque Cristiano se retrouve presque toujours pris en étau pour réceptionner ses centres. Regardez bien cette action, ce moment précis est incroyable, c'est tout simplement hallucinant.
Regardez Bruno Fernandes complètement démarqué avec un espace monstrueux, c'est impressionnant. S'il hérite du ballon, il peut lancer Cristiano Ronaldo, il peut lancer Pedro Neto, il a même de l'espace pour armer une frappe. Mais non, les défenseurs centraux ne sont pas encouragés à tenter cette passe verticale, on leur demande juste d'assurer la circulation du ballon. Renato Veiga a même 2 opportunités. Il sert João Neves, puis João Neves lui remet, Bruno Fernandes est toujours libre, et Renato Veiga ne tente pas cette ouverture, c'est jugé trop risqué. Et voilà pourquoi, à mon avis, le cas Bruno Fernandes est l'argument numéro 1 pour expliquer que Roberto Martinez n'a rien à faire sur le banc du Portugal, tout simplement parce qu'il est totalement gâché dans ce schéma tactique. Le mec a planté des centaines de buts, la plupart sur des frappes lointaines, et qu'est-ce qui se passe ? Il reçoit le ballon ici, regardez tout l'espace qu'il a pour déclencher un tir de loin, et il ne frappe pas. Il préfère décaler Cancelo qui a lui aussi une fenêtre de tir et même un meilleur angle de but, mais qui ne frappe pas non plus pour coller au plan tactique. C'est un manque flagrant d'ambition de la part du coach qui n'incite pas ses joueurs à se modifier ou à se montrer agressifs. En Coupe du Monde, il n'y a pas d'espace. Si vous n'êtes pas l'équipe qui joue le bloc bas, vous allez affronter un bloc bas, c'est ça la Coupe du Monde. Et les tirs de loin sont précisément là pour faire sauter ce verrou. Cancelo comme Bruno Fernandes ont la qualité technique pour accrocher le cadre et au moins inquiéter le gardien. Le Portugal a affiché 70% de possession en première mi-temps pour un seul et unique tir cadré. Selon moi, Cristiano Ronaldo est lui aussi très mal exploité ici. Parce que lorsqu'il n'est pas pris en étau au milieu des défenseurs centraux pour essayer de placer un coup de tête, vu que Roberto Martinez ne voit en Cristiano Ronaldo qu'un joueur de tête, son rôle se résume clairement à venir jouer en pivot et à remettre le ballon en arrière. C'est tout ce qu'il fait, libérant ainsi de l'espace pour que Bruno Fernandes se projette comme un avant-centre. Si Roberto Martinez laissait un peu plus de liberté à Cristiano, il pourrait continuer à décrocher hors de la surface, ce qui est une bonne chose, mais il pourrait aussi se retourner et tenter de frapper. Regardez tout l'espace que Cristiano a ici, il est entre les lignes, absolument seul. S'il se retourne, il peut armer sa frappe. À quoi ça sert de s'infliger autant de séances de musculation des jambes si le mec ne prend jamais sa chance face au but ? Kane a marqué un but un peu similaire l'autre jour. Il y a eu au moins 2 occasions où il rejoue en arrière alors qu'il aurait pu tenter quelque chose de différent. Du coup, il faut que ce soit Nuno Mendes, de loin le joueur portugais qui prend le plus d'initiative, qui se décide à frapper de loin après un corner, alors qu'il a tout un mur de joueurs devant lui, sans que le Portugal ait cherché à créer des conditions favorables pour ce genre de tentatives lointaines, alors qu'ils ont tellement de profils avec cette qualité de frappe. C'est un manque flagrant de travail à l'entraînement et de variété. Mais regardez cette séquence du Portugal, cette action est vraiment excellente, et il y a de bonnes leçons à en tirer. Pourquoi ne pas faire ça, mais souvent ? Nuno Mendes adresse une transversale directe pour Cancelo, prenant la défense à revers. Rappelons-le, l'arrière-garde de la Croatie n'est pas une bonne défense. Ils ont du mal au marquage. Et Cancelo hérite du ballon avec un peu plus de liberté, joue le 1 contre 1, élimine son vis-à-vis et s'ouvre l'angle pour ajuster un centre. Regardez Cristiano Ronaldo dans la surface, il n'est pris au marquage que par un seul joueur. L'un des rares instants où il n'est pas encerclé par 3 défenseurs. Et sur ce centre de Cancelo, ça permet à Cristiano Ronaldo de disputer un duel bien plus équitable, pour qu'il soit enfin dans de bonnes conditions pour marquer de la tête. Voyez à quel point le ballon passe tout près. Pourquoi ne pas essayer de créer des schémas de jeu qui favorisent ce type d'action ? Le jeu long, selon moi, est bien plus efficace que cette construction stérile et lente que le Portugal s'obstine à produire tout le match sans la moindre variante. Essayer de conserver le ballon à proximité de son gardien est bien plus risqué, oui, mais le football est fait d'improvisation et de prise de risque. Si vous refusez de prendre des risques, vous ne marquerez pas de but. Aspirez la Croatie dans votre moitié de terrain, jouez long vers vos ailiers et vos pistons rapides, faites ça pour prendre les blocs défensifs à revers, et mettez enfin Cristiano Ronaldo dans de bonnes dispositions pour marquer, parce que face à 3 joueurs, il n'y arrivera pas. Et puis les gars, comme si le manque de créativité et de tranchant de l'attaque portugaise ne suffisait pas, il y a aussi un point très inquiétant concernant l'arrière-garde du Portugal.
C'est une défense qui, au moment de contenir les assauts croates en seconde période, a complètement sombré. Regardez cette séquence de possession sur le but de la Croatie, à quel point le bloc défensif portugais est étiré et laisse tout le loisir à ses adversaires de poser leur jeu calmement. Observez cette situation dans laquelle le Portugal s'est retrouvé à plusieurs reprises en deuxième mi-temps, la Croatie s'étant même vue refuser 2 buts pour hors-jeu. C'est vrai qu'ici, on est sur l'une des premières actions, le Portugal ne s'attendait pas à voir la Croatie revenir des vestiaires avec autant d'intention offensive, puisqu'elle avait passé pratiquement toute la première période retranchée dans sa moitié de terrain. Pourtant, la Croatie a réussi à surprendre le Portugal. Regardez, le ballon est déjà sur l'aile droite, le latéral va proposer un dédoublement, et l'ailier qui est ici ne donne pas le ballon en une touche, il feinte le centre, prenant à revers le marquage de Nuno Mendes qui était sorti sur lui. Cela donne le temps aux attaquants croates de prendre position dans la surface en fixant l'attention de la défense, tandis que le latéral qui a dédoublé se retrouve complètement oublié par le marquage et hérite du ballon absolument seul pour ajuster un centre dans le dos de la défense portugaise. Regardez comme ils sont tous concentrés sur les 2 joueurs au premier poteau, oubliant complètement Perisic esselé à l'opposé pour déclencher sa frappe. Donc voilà, en plus du manque d'agressivité et d'intensité sur le plan offensif, la défense affiche elle aussi de grosses lacunes à corriger. Si ces problèmes ne sont pas réglés, le choc face à l'Espagne risque d'être douloureux pour le Portugal, vraiment très compliqué, car le principal problème de l'Espagne est qu'elle manque habituellement d'espace, et si le Portugal leur offre ça sur un plateau, vous pouvez être sûr que la sentence sera immédiate. Et le Portugal, privé du tranchant nécessaire pour planter des buts, devra plier bagage prématurément.